Je suis médecin de santé publique, et j'ai surtout développé une expertise depuis le terrain jusqu'à la recherche concernant les inégalités sociales face à la santé et les liens entre statut social ou précarité et santé, mais je ne suis pas philosophe, je ne suis pas éthicienne, je n'ai donc pas grand-chose à voir avec tout ça, et je vais tout simplement essayer de vous proposer quelques questions qui me semblent être liées à cette question et qui relèvent de l'éthique. Alors, je vais quand même très rapidement, je ne connais pas le public, je ne sais pas si tout le monde est familiarisé avec la question des inégalités sociales de santé, mais très rapidement, quand même, vous brosser un tout petit portrait avant d'envisager quelques enjeux éthiques. Alors, les inégalités, de quoi s'agit-il? Bien, de tout temps, partout, depuis qu'on regarde la santé, on constate que les pauvres sont plus malades et meurent plus jeunes que les riches. Donc, c'est un constat assez permanent dans l'histoire et permanent dans l'espace. Alors en fait, les enfants ne naissent pas égaux face à la santé. Selon la situation socio-économique de leurs parents, ils ont un risque plus important de décéder. Vous voyez ici des chiffres qui viennent de Bruxelles. On se rend compte qu'un enfant qui naît dans un ménage sans revenu du travail a presque 2 fois plus le risque de décéder au moment de la naissance ou au cours de la première année de vie qu'un enfant qui naît dans un ménage à 2 revenus. Bien entendu, la mortalité, c'est la pointe de l'iceberg. Ce qui se cache derrière, c'est que les enfants naissent déjà avec un capital social qui est différent selon le statut social de leur famille. Ces inégalités face à la santé, elles se maintiennent tout au long de la vie. Et ici, je vous présente des données qui essayent de mesurer un état de santé global au travers de la perception que les personnes ont de leur propre santé. Et on a ici le pourcentage de la population qui ne se perçoit pas en bonne santé. La plupart des chiffres que je vous montre sont issus de l'enquête nationale de santé en Belgique de 2013. Et on voit par exemple pour des jeunes adultes, population plutôt en bonne santé, que la proportion de ceux qui s'estiment en mauvaise santé est plus de 4 fois plus importante pour les jeunes qui sont très faiblement qualifiés par rapport à ceux qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Les inégalités, une particularité des inégalités sociales face à la santé, c'est qu'elles dessinent un gradient. Vous voyez qu'on a en fait une augmentation progressive de la fréquence ou de l'ampleur des problèmes au fur et à mesure qu'on descend dans l'échelle sociale. Il n'y a donc pas un seuil à partir duquel tout à coup la pauvreté entraînerait une augmentation des risques pour la santé, mais vraiment une marque de la position sociale sur la santé. Autre caractéristique des inégalités sociales face à la santé, c'est qu'elles concernent à peu près tous les problèmes de santé et en tout cas, de manière générale, les principaux problèmes de santé dans une société. Et donc, ça change aussi dans le temps. Vous voyez ici toujours ces chiffres de l'enquête de santé qui montrent la fréquence plus importante de maladies chroniques, de diabète en particulier, mais aussi des problèmes de santé mentale ou, par exemple, la consommation de psychotropes. Et puis ces inégalités, elles finissent par aboutir à des inégalités importantes face à la mort et face aux incapacités liées à l'âge. Un homme, par exemple, à l'âge de 25 ans, qui a un diplôme de l'enseignement supérieur, pourra espérer vivre en moyenne encore 57 ans, un peu plus de 57 ans, dont 47 ans en bonne santé, sans incapacité. Eh bien, en fait, c'est 6 années d'espérance de vie en plus qu'un homme de 25 ans qui aurait un faible niveau d'instruction et 10 années de plus en bonne santé que ce même homme. Pour les femmes, les différences de mortalité sont un peu inférieures. Il y a 4,58 différences d'années d'espérance de vie, mais les différences d'espérance de vie sans incapacité sont plus importantes. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'une femme qui a un faible niveau d'instruction, elle aura en moyenne plus de 21 années, près de 22 ans de vie avec incapacité avant de décéder, alors qu'une femme qui a un niveau d'études supérieures aura un peu moins de 13 années de vie avec incapacité. Alors, comment est-ce qu'on explique ces inégalités? Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Il y a une multitude d'études qui se sont développées, surtout depuis les années 80, pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas un seul mécanisme qui explique ça, et certainement pas
les inégalités d'accès aux soins, au juste les différences en termes de revenus, mais qu'il y a des milliers de mécanismes qui s'articulent les uns avec les autres, qui jouent en synergie ou qui jouent en addition et qui se cumulent dans le temps, dans des séquences temporelles, pour finalement arriver à des dégâts sur la santé. Chaque mécanisme en lui-même n'explique pas à lui tout seul la dégradation de l'état de santé. C'est vraiment ce cumul qui permet d'arriver à ces différences. Alors, pour comprendre comment naissent ces inégalités, on peut prendre l'image de la santé comme étant un équilibre fragile et dynamique, et cet équilibre, il est perturbé ou remis par une série de facteurs. Bien entendu, on pense immédiatement aux facteurs qui agressent la santé, qu'ils soient physiques, la violence, les accidents, le froid, l'humidité, le bruit, ou qu'ils soient chimiques, les polluants intérieurs, extérieurs, les composants de l'alimentation, des agresseurs biologiques, les bactéries, les virus, les moisissures, et bien entendu les agresseurs psychologiques, en particulier tout ce qui concerne le stress. Heureusement, on a des moyens de se protéger. Et on pense bien entendu à l'immunité, mais il y a des facteurs extérieurs comme les vaccinations qui peuvent renforcer cette protection, des éléments comme le fait de pouvoir se détendre, l'estime de soi, une alimentation équilibrée, l'allaitement maternel, un logement correct, des vêtements corrects, aussi des types de régulation, le code de la route, l'épuration des eaux, tous ces éléments-là sont de nature à protéger. Enfin, on décrit de plus en plus des facteurs qui sont salutogènes, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'ils créent de la santé, comme l'activité physique, des relations humaines de qualité, le contact avec la nature, la disposition d'espaces verts, le support social, le sentiment d'utilité sociale, etc. Et enfin, quand il y a des dégâts, bien entendu, il y a moyen de réparer. La masse la plus importante est composée par les soins informels, qui sont le fait, par exemple, de pouvoir se mettre au lit et se reposer quand on a une bête petite maladie, ou le fait qu'une maman donne du lait chaud à un enfant qui a eu froid. Et il y a bien entendu toute la panoplie des soins professionnels. Alors c'est bien simple, comment s'expliquent les inégalités sociales face à la santé? C'est que plus on descend dans l'échelle sociale, plus on va être exposé à des facteurs agressants qui sont à la fois plus nombreux et plus importants, moins on va être protégé, moins on va bénéficier de facteurs salutogènes et plus les facteurs réparateurs vont être inaccessibles. Et ce petit schéma qu'on appelle le modèle de Didriksen permet de résumer un petit peu ça. Chaque société, en fonction de sa culture, ses politiques, etc., font en sorte que les individus ont une certaine position sociale. En fonction de cette position sociale, ils vont être plus ou moins exposés à des facteurs nocifs pour la santé. Et le point 2, ils vont être plus ou moins vulnérables à ces facteurs. Ces deux éléments entraînent bien entendu une fréquence différentielle de problèmes de santé ou d'accidents et une gravité différentielle de ceux-ci, entre autres en fonction de l'accès aux soins et de la qualité des soins. Et ces problèmes de santé vont avoir en eux-mêmes des conséquences sur le statut social, parce que si je suis une femme de ménage à statut précaire et que je me fais mal au dos, il y a beaucoup de chances que je perde mon boulot et que j'ai des conséquences sociales importantes qui vont accentuer ma précarité sociale, et donc on est dans un cercle vicieux. Par rapport à ça, quelques enjeux éthiques. Donc je ne suis pas du tout exhaustive et c'est très personnel. Ce sont des questions que je me pose sans plus. Le premier enjeu que je vois, c'est celui qui a trait au droit à la santé et à la question de l'égalité versus l'équité. Alors quand on parle des inégalités de santé ou de l'égalité de santé, en fait, on parle de l'égalité par rapport à quoi? Est-ce qu'on doit être égaux par rapport à notre état de santé, égaux par rapport à l'accès aux soins, égaux par rapport à l'utilisation des soins? En fait, ce n'est pas toujours très explicite. Dans une approche fondée sur les droits de l'homme, on pourrait rapprocher l'idée de l'égalité de l'idée du droit. Si on met un droit A, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine égalité par rapport à. Et donc, on peut s'intéresser à la question du droit à la santé. Alors, le droit à la santé est dans pas mal de textes, mais pas formulé
telle quelle. Par exemple, dans la Constitution de l'OMS, on va parler du droit de jouir du meilleur état de santé possible. Dans ces textes, on voit aussi que l'OMS met en évidence immédiatement les éléments qui sont liés à ce droit à jouir du meilleur état de santé possible. Et on le voit, le fait d'avoir des services de santé disponibles, des conditions de travail sans risque, des logements appropriés, des aliments de bonne qualité. Et donc, quelque part, ce droit à la santé est éminemment lié à l'ensemble des droits fondamentaux qui existent par ailleurs. Et pourtant, quand on regarde dans les faits, et dans notre pays en particulier, on se rend compte que même si on peut voir le droit à la santé avec une vision un peu plus large dans l'article 23 de la Constitution, on a quand même dans les faits, le droit à la santé se résume au droit aux soins. C'est un raccourci qui est fait de cette manière-là. Alors c'est bien entendu un raccourci important puisque si on pense droit à la santé de manière plus large et qu'on s'interroge sur quelles sont donc les responsabilités de la collectivité pour assurer l'accès à ce droit à bénéficier du meilleur état de santé possible, on se rend compte qu'on doit rendre l'accès à l'ensemble des droits fondamentaux. Du coup, certains se disent, pour aller au-delà du droit aux soins, mais quand même pas jusqu'au droit à la santé pour tous, on pourrait évoquer l'idée de l'égalité des chances en santé. Alors, l'égalité des chances en santé, c'est pas une notion qui m'est familière et que je partage, mais pour les auteurs qui parlent de ça, c'est une forme de transcription de la notion d'équité en santé. Alors, c'est quoi la différence entre l'égalité et l'équité? Mais l'équité implique un jugement de valeur qui va différencier des inégalités qui seraient justes d'inégalités qui seraient injustes. Alors, il y a des inégalités qu'on considère comme normales, qui font même pas débat. Tout le monde considère normal qu'une personne âgée soit en moins bonne santé qu'une personne jeune, par exemple. Donc, on va pas estimer qu'il y a là des inégalités injustes. Sinon, de manière générale, quand on veut essayer de faire la différence entre inégalité injuste et inégalité acceptable, on va utiliser le fait que ces inégalités seraient liées aux circonstances. Les circonstances, c'est tout ce qui échappe au libre arbitre, qui échappe à la responsabilité individuelle, les conditions de vie, etc. Par contre, on va juger acceptables les inégalités qui relèvent de la responsabilité individuelle. Si je pratique des sports extrêmement risqués et que j'ai un accident et qu'on peut dire que ceux qui font ce sport ont plus d'accidents, on va considérer qu'il s'agit d'une inégalité qu'on trouve acceptable. Bien entendu, dans le cas des inégalités sociales de santé, et j'y reviendrai, les différences entre ce qui est lié au libre arbitre ou pas sont particulièrement floues et complexes. Alors, puisque en Belgique, on résume le droit à la santé et le droit aux soins de santé, dans ce cadre étroit-là, de quoi parle-t-on ? On a le sentiment que le droit à bénéficier des soins, c'est une valeur qui est très universellement partagée. On le voit même dans les guerres, etc. Ce sont les premières choses pour lesquelles on se met d'accord, le droit aux gens à être soignés. Et on voit que forcément, on va soutenir et valoriser fortement toutes les réponses humanitaires concernant l'accès aux soins. Si on prend par exemple les personnes en situation irrégulière ou les migrants en transit, il n'y a personne qui s'oppose ou qui prend un jugement négatif par rapport aux soins gratuits qui sont portés sur ces populations. Ça fait consensus. Par contre, on voit les débats sont beaucoup plus tendus et personne ne trouve logique qu'on donne une aide sociale, qu'on héberge, qu'on donne un droit au logement à ces migrants. Alors, on peut se dire, OK, on semble d'accord sur le fait que les gens aient droit à des soins, mais à quels soins ? Et là, bien entendu, quand on rentre là-dedans,
les discussions commencent à être beaucoup plus houleuses. On a un dispositif en Belgique qui s'appelle l'aide médicale urgente, et on voit bien dans le terme qui est donc un dispositif d'accès aux soins pour les personnes qui sont en situation irrégulière, qui n'ont pas d'autres droits, et on voit qu'on a mis dans ce titre urgence parce qu'on estime que s'il y a des soins urgents, ils doivent être donnés, même si l'interprétation de ce dispositif est en fait plus large que ça. On va parler de soins indispensables, mais il y a beaucoup de discussions sur c'est quoi ces soins indispensables. Je reviens du Québec où j'avais été très impressionnée de voir qu'à Montréal, par exemple, une femme en situation irrégulière va avoir droit à la prise en charge de son accouchement si elle se présente dans un hôpital. Si par contre elle se présente, non pas au moment de l'accouchement, mais avec une complication grave de la grossesse comme une prééclampsie, voire un début d'éclampsie, elle n'aura pas droit à une prise en charge. Donc vous voyez qu'il y a vraiment là un débat très important sur ces différents types de soins. Et enfin, on voit qu'il semble plus consensuel que tout le monde ait accès et soit égaux face aux soins de première ligne plutôt que les autres lignes. Moi, en tout cas, ça m'étonne de voir dans les plaidoyers politiques des partis progressistes un plaidoyer pour un accès universel à la première ligne de soins, alors qu'en Belgique, les grosses inégalités de santé, elles se font autour, bien entendu, des soins spécialisés et des trajectoires complexes. Et donc, c'est comme si on se mettait d'accord sur une base, le minimum pour tout le monde, et puis les autres, on peut voir. Et enfin, et là, c'est vraiment pas du tout des choses qui sont dans l'air du temps et qui sont même discutées, c'est l'égalité de résultat des soins. On se rend compte que, en fait, les personnes plus défavorisées retirent souvent moins de bénéfices des soins. Je l'illustre ici par un petit graphique qui vous montre, c'est en Angleterre, l'augmentation de la survie à 5 ans entre 86 et 2000 pour le cancer rectal en fonction de la catégorie de déprivation des personnes. Et on voit la flèche à gauche, je ne sais pas si quand je fais ça on voit, oui, voilà, que en fait l'augmentation de la survie, elle a été plus importante pour les personnes plus aisées que pour les personnes plus défavorisées, ce qui a bien entendu accentué les inégalités. Alors, si on veut s'intéresser à des résultats identiques des soins, alors ça interroge bien plus que l'accès financier aux soins, bien entendu. On doit réfléchir au processus de soins, au temps qu'on passe avec les patients, au type de dialogue et d'interaction qu'on a, etc., etc. Et donc, ça permet de poser la question de l'équité, non pas dans une idée d'égalité des chances d'accès aux soins, mais plutôt, est-ce qu'on peut donner plus à ceux qui ont besoin de plus ? Pardon, je me trompe de flèche. Voilà. Et donc, ça relève de ce qu'on appelle l'équité verticale. L'équité verticale, elle se base sur le principe que les inégaux doivent être traités inégalement. Dans notre système de santé, on essaye de tendre vers une équité verticale et horizontale, et il y a une déconnexion du système de financement qui vise vraiment une équité verticale, que ceux qui ont plus de moyens contribuent plus au financement du système, tandis que pour la distribution des soins, on vise une équité horizontale, que tous ceux qui ont le même problème de santé puissent accéder aux mêmes soins de santé. Et de nouveau, je reprends mes petits chiffres de l'enquête nationale de santé. Ici, on voit pour les 40-65 ans, le pourcentage qui ont eu un contact avec le médecin généraliste à gauche et avec le spécialiste à droite au cours de l'année qui précède. On voit des petites différences. Médecin généraliste, c'est un peu plus fréquent pour les plus défavorisés et les spécialistes, c'est l'inverse. Mais on remarque quand même une certaine égalité et on pourrait se dire la Belgique a bien réussi, voilà donc un système bien équitable. Ce serait équitable si les besoins sont les mêmes. Et c'est pour ça que je vous remets le petit graphique en dessous pour vous rappeler que les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc on a ici la proportion de personnes du même groupe d'âge qui souffrent d'une maladie chronique avec des différences qui sont très marquées.
Et les différences sont encore plus marquées quand on va parler de la multimorbidité, donc des gens qui cumulent plusieurs problèmes de santé et qui nécessitent donc des soins plus complexes et plus importants. Et donc, excusez-moi, si on a une égalité d'utilisation des soins avec une inégalité de besoins, on a bien un système inéquitable. Alors, les autres enjeux que je voudrais aborder, ils sont résumés sur ces 4 concepts que je vais aborder les uns après les autres et qui sont en tension, me semble-t-il, l'un avec l'autre. Le premier, c'est la question de la responsabilité, qui est au cœur des notions de santé actuellement. Alors, la santé, non seulement elle est vue de plus en plus comme un objectif en soi, une valeur supérieure, mais on perçoit la santé comme le fruit de nos choix individuels, de nos comportements. La santé relève de la responsabilité de chacun, de ses choix, de sa volonté et de son mérite. Et pourtant, cette vision ne correspond absolument pas à la réalité. Ce n'est pas parce que des milliers, voire des millions de gens auraient tout à coup décidé, tout à fait librement, de se mettre à manger des aliments plus gras et plus sucrés, de ne plus bouger, de fumer, d'étendre des pesticides, que nos habitudes de vie ont changé comme ça de manière aussi importante sur les dernières décennies. En fait, ces habitudes de vie ont changé parce que notre environnement, et particulièrement l'environnement économique, s'est modifié avec des pressions extrêmement importante du secteur agroalimentaire ou les pressions générales pour augmenter la consommation et bien entendu les environnements sociaux qui se modifient également en lien avec ça. Et donc on ne peut pas dire que l'épidémie d'obésité est liée à l'addition de millions de choix individuels et de libre arbitre, ce n'est pas ça qui se passe. Nos environnements, en fait, finalement, laissent relativement peu de marge de manœuvre à notre libre arbitre. Et pourtant, la question de la responsabilité individuelle est centrale. Et on utilise, d'ailleurs, couramment, dans le monde de la santé, je ne sais pas s'il est utilisé en dehors de ce monde-là, le terme de comportement de santé, pour qualifier la manière dont on mange, dont on a des relations sexuelles, dont on se bouge. Alors, il me semble que cette expression, elle est erronée, parce que ce n'est pas des comportements qui visent la santé. On ne mange pas pour être en meilleure santé, on mange parce qu'on a faim, on mange parce que ça nous procure du plaisir, etc. Et donc, excusez-moi, sur base des effets positifs ou négatifs de ces comportements sur la santé, on va les qualifier de bons comportements ou de mauvais comportements, ou des comportements à risque. Et je trouve très éclairante cette phrase qui vient d'un adolescent qui voulait résumer la séance d'éducation à la santé à ses collègues et qui dit « en fait, c'est bien simple. Ce qui est bon pour la santé, c'est ce qu'on n'aime pas. Et ce qu'on aime, c'est ce qui n'est pas bon. » Donc, vous voyez un petit peu cette approche des bons et des mauvais comportements. Alors, puisque on imagine, et l'épidémiologie a joué un rôle assez important avec ça, en faisant des liens entre des comportements et des problèmes de santé, de manière très, vous savez, l'épidémiologie, c'est une science dure, elle a besoin de faire des catégories très fermées comme ça, et donc on va faire des liens qui ne restent que des associations, pas non plus toujours des relations de cause à effet, mais bon, tout ça fait que on considère le problème, les comportements comme un problème et on va les cibler. Et pour cibler un comportement, pour viser à le changer, on va éduquer. Alors, un autre constat, c'est que les comportements dits à risque ou néfastes pour la santé sont plus fréquents quand on descend dans l'échelle sociale. Du coup, le fait de mettre ensemble ces deux choses font qu'on se dit qu'il faut cibler les gens pauvres pour les éduquer et que si on arrive à faire ça, on va réduire les inégalités sociales face à la santé. Et pourtant, on se rend compte, mais c'est assez mal diffusé, je pense, que les stratégies basées sur la responsabilisation individuelle et l'éducation pour la santé contribuent à renforcer les inégalités face à la santé. Ce n'est donc pas du tout des stratégies efficaces. Pourquoi ?
Tout d'abord parce qu'on vise le comportement comme problème et pas le fait que ces comportements, ils ont un sens. Et souvent, c'est une réponse à un problème ou une réponse à un besoin. Par exemple, si je suis une mère de famille, j'ai des enfants, j'ai très peu de revenus et je voudrais les nourrir tout en n'ayant pas des conflits autour de la table familiale, je voudrais que tout le monde soit content de manger et j'ai très peu de moyens, eh bien je vais réussir beaucoup mieux avec un grand plat de frites qu'avec des chicons, vous êtes d'accord avec moi? De même que si je suis très préoccupée de la sécurité de mes enfants, que j'habite dans un tout petit appartement, dans un quartier où il y a plein de voitures et très peu d'espace vert, que je n'ai pas de jardin, eh bien, la sécurité de mes enfants, elle sera mieux assurée s'ils sont devant la télé que s'ils jouent au foot dans la rue. Donc, il y a bien une réponse à quelque chose dans les contraintes qui sont bien entendu différentes. Parce que la question du choix, elle est forcément liée à l'existence d'alternatives. Et les alternatives, elles sont très inégalement réparties. Donc, plus on est au bas de l'échelle sociale, moins on a de choix possibles, parce que les contraintes sont de plus en plus importantes. Et... Ouais, non, je pensais que j'avais oublié quelque chose, excusez-moi. Et donc, je pense qu'il faut se porter en faux sur l'idée que c'est la responsabilité individuelle qui explique les inégalités face à la santé. Et donc, on ne peut pas dire, même si c'est de nos jours, ça n'est plus dit explicitement, mais c'est dans la tête de beaucoup de gens, que les riches sont plus vertueux que les pauvres. Et en fait, cette idée-là, c'est une très vieille idée. Si on regarde les textes qui décrivent les inégalités de mortalité au XVIIIe et XIXe siècle, l'interprétation qui était faite de ces inégalités était essentiellement en termes des vices. Les ouvriers étaient particulièrement vicieux. Ils buvaient, ils avaient des comportements asociaux, à l'inverse de la bonne société. Enfin, quand on se dit dans des contraintes importantes, la possibilité de pouvoir choisir est en fait un luxe que les pauvres ne peuvent pas se permettre. Parce qu'ils doivent choisir entre des besoins qui sont tous essentiels. Et donc, si on dit il faut choisir ce qui est meilleur pour la santé, et donc on pourrait se dire... C'est quoi être meilleur pour la santé? Est-ce qu'il vaut mieux que je paye mon loyer pour éviter d'être expulsé et me retrouver dans la rue, ou bien que je paye les soins qui sont nécessaires? Quel est le choix meilleur pour la santé? Est-ce que c'est mieux pour la santé d'acheter des fruits et des légumes pour avoir une alimentation équilibrée, ou de payer les frais scolaires pour que mon enfant puisse aller en excursion et se sentir comme les autres? Est-ce que c'est mieux pour la santé que je fasse un examen de dépistage, ça va me demander du temps et de l'énergie, ou que je prenne ce temps et cette énergie pour chercher du boulot? Est-ce que c'est mieux pour la santé que je reprenne pour la xème fois des démarches, je rassemble des papiers, etc., pour accéder à un droit au risque de péter un câble tellement je suis stressée, ou d'abandonner de manière à limiter le niveau de stress à un niveau juste acceptable pour la survie. Et donc, vous voyez, ça nous amène immédiatement au deuxième facteur, qui est celui des normes. Alors, les normes, elles ne sont pas neutres, bien entendu. Et je reprends ceci d'une présentation de ma collègue Florence Pirard, qui est un extrait de la Revue de l'enfant, donc de l'œuvre nationale de l'enfance de 1953, qui s'inquiétait des erreurs de régime de la population immigrée. Et vous voyez, ces erreurs étaient dramatiques, puisqu'ils allaitaient leur enfant jusqu'au 10e ou 12e mois, ou qu'ils cuisinaient à l'huile. Donc vous voyez combien, en fait, et l'histoire regorge de ces... comportements qui ont été diabolisés ou valorisés avec l'aide ou à l'instigation des professionnels de la santé. On peut reprendre aussi tout ce qui a été écrit par rapport à la masturbation, par exemple, et pour lequel, après, on a revu les jugements. Il ne faut pas croire que la science est tellement avancée que les normes qu'on met maintenant seraient universelles et valables de tout temps. Ce n'est pas vrai du tout. Alors, la normalisation...
elle s'accompagne de stigmatisation. Et donc, les maladies qu'on dit honteuses, elles sont liées au fait qu'on juge au travers de ces maladies des comportements qui seraient des écarts à la norme. Pourquoi avoir des poux, c'est honteux? Mais parce que ça veut dire qu'on n'aurait pas les bons comportements d'hygiène. Pourquoi avoir le sida, c'est honteux? Ça veut dire qu'on n'aurait pas eu les bons comportements sexuels. Et donc, le contrôle social, qui est fortement lié, bien entendu, aux normes, vise à normaliser les comportements, à les rendre corrects par rapport à la norme. Et il faut savoir que, de tout temps, donc ce n'est pas nouveau non plus, le monde de la santé a des missions implicites de contrôle social. Certains même s'inquiètent de savoir jusqu'où les professionnels de santé publique violent les libertés individuelles. Alors, je vous parlais de l'œuvre nationale de l'enfance. Il n'y a pas longtemps, on a fêté les 100 ans de l'œuvre nationale de l'Office de la naissance et de l'enfance. Et on a pu se replonger dans l'histoire. Et j'ai trouvé ça assez fascinant de voir comment les médecins, tous hommes de classe dominante, ont tenté de mieux contrôler la manière dont les femmes nourrissaient et soignaient leurs enfants, dans une optique, bien entendu, d'amélioration de l'hygiène et de réduction de la mortalité, objectif d'ailleurs qui s'est largement vérifié. On ne sait pas dans quelle mesure elle est liée au contrôle social ou à l'amélioration des conditions, et je pense que les deux ont dû probablement jouer. Mais donc, le contrôle social, il permet d'améliorer l'efficacité des interventions. On ne fait pas le contrôle social, on n'est pas en régime dictatorial juste pour tenir les gens sous sa mainmise, mais parce qu'on a le sentiment qu'on sera plus efficace si on fait du contrôle social. Par exemple, les visites domiciliaires, quand on envoie l'infirmière à domicile, je reparle de nouveau de l'ONE, mais ça se passe ailleurs aussi, pour vérifier soit si les soins sont bien pris, soit si la maman fait tout ce qu'il faut. Mais plus actuel, on peut penser, bien entendu, aussi à toutes ces nouvelles technologies qui enregistrent tous nos paramètres, le nombre de pas qu'on fait dans la journée, etc., pour bien contrôler si on est des bonnes personnes qui faisons tout pour notre santé. Alors, le contrôle social, il vise à contrôler, aussi à protéger. Par exemple, on va placer les enfants pour les protéger. On va interner les malades mentaux pour protéger la société ou pour les protéger eux-mêmes, etc. Bien entendu, tout ça est fait en toute bonne foi, dans un souci de bienfaisance, mais je pense qu'il y a toujours aussi derrière une sorte d'idée de sanction, de punition. Et je n'ai pas le temps, parce que ça m'amènerait à dépasser mon temps de parole, mais à reprendre ces éléments que Patrick de Clercq met dans son livre sur les naufragés. Vous savez, toute cette façon qu'on a de laisser survivre juste les sans-abri, mais pas plus, parce que ce serait un très mauvais signal que de dire dans la société qu'on pourrait ne rien faire et quand même bien s'en sortir et avoir une belle vie. Donc, cette idée, quand même, est derrière pas mal d'éléments. Alors, le contrôle social a une conséquence évidente pour ceux qui se situent les plus éloignés des normes, c'est qu'elle fait peur. Elle fait peur et elle entraîne des réactions de fuite. Fuite qui font que finalement, les services qui sont censés aider des personnes les font fuir. Et il faut savoir que la peur du contrôle social est un des obstacles importants de l'accès aux soins, par exemple pour des familles en situation de grande pauvreté, aussi pour des personnes en situation irrégulière, aussi pour des personnes comme des toxicomanes qui peuvent avoir peur des éléments de contrôle social. Alors, parce que la fuite par rapport à ce contrôle social est en fait est fait pour préserver son autonomie, ça nous amène au dernier élément qui est celui de l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est un aspect fondamental de l'éthique en santé et elle est éminemment reliée à la question de la responsabilité, puisqu'on considère que la responsabilité, c'est pouvoir porter des choix librement, en toute autonomie. Pourtant, on a l'impression que si la société considère qu'on est tous responsables de sa santé,
on ne serait pas tous égaux devant l'autonomie. Donc, tous responsables, mais peut-être pas tous autonomes de la même manière. Il y a, bien entendu, des tensions entre autonomie et protection, c'est-à-dire autonomie pour ceux qui ont les capacités à être autonomes, et puis protection pour ceux dont l'autonomie est diminuée. Alors, bien entendu, là, il y a une part de subjectivité, une autonomie diminuée ou une autonomie qu'on estime diminuée. On estime que des personnes ne sont pas capables de réaliser correctement leur autonomie. Par exemple, on va placer des enfants pour raison de pauvreté, parce qu'on estime que des parents, dans une situation de pauvreté importante, ne peuvent pas gérer correctement leurs enfants, donc on va les protéger. Alors, on peut opposer aussi, d'une part, la recherche d'efficacité à la question du développement de l'autonomie. Donc, on a, en fait, ces deux notions qui s'opposent, et ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc, on a, si on prend l'exemple peut-être caricatural d'interventions extrêmement contrôlées pour une efficacité maximale, c'est par exemple des interventions de Médecins sans frontières dans une zone de crise. Tout est contrôlé pour une efficacité maximale. Okay, donc tout est pensé, payé, les gens arrivent avec les médicaments, etc., etc. Bien entendu, ça ne donne aucune autonomie au pays qui est aidé à ce moment-là. Donc l'efficacité, elle est maximale pour le moment même, mais pour ce contrôle maximal, j'ai presque fini, on va réduire l'autonomie. Mais on peut avoir ce même, moins caricaturalement, dans les réflexions sur, par exemple, renforcer les connexions entre le secteur social et le secteur de la santé pour augmenter l'efficacité. Bien entendu, ça a un lien avec une réduction de l'autonomie. On a, à l'inverse de ça, des interventions qui visent essentiellement à augmenter l'autonomie, à développer les capacités, à développer l'émancipation, qui sont des interventions pour lesquelles c'est très difficile de prouver leur efficacité, parce que l'efficacité ne dépend pas uniquement des intervenants, elle dépend des personnes, de leur implication, de leur motivation, de leur talent, des opportunités, des obstacles qu'elles rencontrent. Donc vous voyez, il y a une tension entre les deux, et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise, mais il faut savoir que ces tensions existent. Et enfin, pour terminer, il faut savoir que respecter la liberté, ça a bien entendu d'éventuelles conséquences de réduire fortement l'efficacité de certaines interventions. On pense par exemple, et si certains d'entre vous sont dans le secteur sur le terrain, le nombre de fois où des travailleurs se retrouvent devant des portes fermées. On avait rendez-vous et la porte est close. On devait contacter, le numéro de téléphone est faux. Donc cette fuite, cette manifestation d'autonomie rend bien entendu nos interventions moins efficaces. Et puis, caricaturalement aussi, la personne sans abri qui revendique son autonomie et refuse d'être hébergée, eh bien, il y a des risques, bien entendu, qu'elle décède dans la rue alors qu'un hébergement aurait pu éventuellement lui sauver la vie. Donc, il y a un équilibre entre le respect de la liberté et le devoir de porter assistance. Alors, je n'ai pas de conclusion, je n'ai pas de solution. Je vous ai juste partagé quelques questions. Je pense qu'il y a toujours une question d'équilibre à trouver, équilibre difficile, équilibre fragile, mais il y a un aspect éthique que je n'ai pas eu le temps d'aborder et qui peut-être peut aider quand même à trouver mieux cet équilibre, c'est la question de la participation. Et je pense que les personnes, si on parle ici de la pauvreté, qui vivent dans la pauvreté, doivent avoir leur mot à dire pour construire des réponses qui soient nouvelles, en phase avec leurs expériences et leurs aspirations. Et je vous remercie pour votre attention.